Dimitri Pavlenko. Et 8h42, grosse séquence européenne. Ce mercredi, Emmanuel Macron va prononcer en fin de matinée devant le Parlement européen à Strasbourg le traditionnel discours de lancement de la nouvelle présidence du Conseil de l'Union européenne qui échoua ce semestre, vous le savez, à la France. C'est un exercice très institutionnel, mais la présidentielle française ne va pas manquer l'occasion de s'immiscer dans l'hémicycle européen, notamment au moment de la séance de questions-réponses qui est prévue avec les députés à la suite du discours d'Emmanuel Macron. Europe 1 2022, nous sommes à 81 jours du premier tour. L'Europe et la France, on en parle ce matin avec Vincent Trémollet-de-Villers. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri. Directeur adjoint à la rédaction du Figaro. Adrien Matou, qui est journaliste à Marianne. Bonjour Adrien. Bonjour Dimitri. Et bienvenue sur Europe 1. Et puis Guillaume Bigot est avec nous aussi, politologue, éditorialiste, membre de la revue Front Populaire. Bonjour Guillaume. Bonjour Dimitri. Je commence avec vous. On ne va pas refaire le débat sur Macron. Aurait-il dû déplacer... J'ai peur qu'il s'agissait de Maastricht, mais non. Oui, non. Est-ce qu'il aurait dû déplacer ou non la présidence française de l'Union européenne? On sait qu'il en avait la possibilité de prendre le semestre précédent ou le semestre suivant. Elle va se retrouver donc coupée en deux, cette présidence française, du fait de l'élection présidentielle. Mais quand même un petit peu, vous y voyez-vous une tentative de tirer un bénéfice électoral d'un statut international de surplomb? J'emprunte la formule à Aquilino Morel, qui signe une tribune dans le Figaro ce matin. Un coup de pub à Vincent Trémollet-de-Villers qui va parler dans un instant. Ce serait vraiment avoir l'esprit très mal tourné d'imaginer qu'un chef de l'État en exercice pourrait utiliser sa position déjà de chef de l'État en exercice pour se déclarer très tard et utiliser tous les moyens de l'État pour faire campagne. Ce serait avoir l'esprit très mal tourné. Je reformule, Guillaume. Est-ce que l'Europe c'est rentable électoralement? Alors, c'est une question, là c'est une autre question, mais c'est une question intéressante parce qu'effectivement ça montre d'une certaine façon la position centrale dans le jeu présidentiel là, du chef de l'État sortant, parce qu'on peut considérer que l'Union européenne n'est effectivement pas un thème très accrocheur et très populaire, voire même potentiellement un peu irritant, et s'il peut en tirer des bénéfices, disons, politiciens, et le fait qu'il arrive à l'imposer montre qu'il y a une sorte d'imprimature Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il est tellement fort qu'il peut y compris amener les discussions sur un thème qui lui est cher, mais qui n'est pas nécessairement cher aux Français. Donc d'une certaine façon, c'est un test de son positionnement assez central et de sa force. Deuxièmement, évidemment, ça attire tous les autres compétiteurs qui se sont positionnés là-dessus. Donc, et pour reprendre les termes, c'est juste d'Éric Zemmour, effectivement, celui qui gagne, c'est celui qui arrive à imposer son narratif, comme on dit, c'est imposer le décor et les thématiques sur lesquelles vont se jouer la campagne. Alors, c'est loin d'être le cas pour l'Europe, mais enfin, ça fonctionne quand même. On peut considérer qu'il y a une sorte de dédain. Alors, soit c'est un dédain pour l'élection de la présidence de la République, qui considère que c'est une simple formalité, et est tellement sûr de son fait qu'il prend le risque de présider l'Europe, soit c'est un dédain pour l'Europe et il prend le risque de ne pas être réélu et qu'il n'y ait pas de continuité dans la politique de la France à la tête de l'Union européenne. Christian Lindner, le nouveau ministre allemand des Finances, dit les questions budgétaires, on parlera de ça en juin. Lui, là, il prend acte qu'il ne va pas se passer grand-chose. Mais Vincent Trémollet-de-Villers, est-ce que c'est l'Europe est le thème d'un jour, de ce mercredi, parce qu'il y a ce discours-là, ou vous croyez que véritablement il y a un potentiel électoral puissant avec le thème de l'Union européenne? Je pense qu'Emmanuel Macron cherche moins un potentiel électoral que le clivage qui lui est favorable. Donc il a deux clivages qui peuvent lui être favorables dans les temps que nous vivons. Le premier, il est sanitaire, c'est-à-dire si l'élection présidentielle se fait sur la gestion du Covid, il la gagne. Et le second, il cherche soit à le faire sur l'Europe, soit à le faire de façon sociologique, avec la volonté de regrouper 25% des électeurs au premier tour, et ensuite... Et c'est là où il faut restaurer un clivage qui peut être celui de l'Europe, se retrouver face à Marine Le Pen pour être sûr de gagner au second tour. La crainte d'Emmanuel Macron, l'unique crainte, c'est d'avoir un retour du clivage gauche-droite qui fait qu'il serait face à Valérie Pécresse. C'est ça qu'il faut éviter. Donc tout ce qu'il va construire, tout ce que l'on va voir, c'est moins un narratif qu'une volonté d'installer un terrain où il sera face à Marine Le Pen. C'est la martingale du macronisme, c'est Marine Le Pen. Là, ça commence à se voir quand même. C'est-à-dire que tout est organisé pour lui permettre à elle d'être face à lui. Donc moi je ne crois pas que ça lui apporte électoralement. C'est une dialectique qui doit essayer de broyer celle qui est entre les deux.
Après, sur le fond, on va peut-être en parler, ça me paraît quand même un peu sommaire. C'est-à-dire l'idée, on l'a vu au moment du drapeau, chez Macron, ils étaient très contents en disant, nous, on avait le drapeau européen, et la chez Le Pen, sur le drapeau, chez Le Pen et Zemmour, ils avaient que le drapeau français, et Valérie Pécresse, on n'a rien compris de ce qu'elle pensait. Mais Valérie Pécresse, elle a dit qu'elle fallait les 2 drapeaux, ça me paraît très clair. Ça peut être un État-nation dans une structure collective d'État-nation. On va entendre tout à l'heure, en réponse au président de la République, François-Xavier Bellamy, ça dure 2 minutes, mais je pense qu'il va exposer une vision de l'Europe qui n'est pas celle de Marine Le Pen et qui n'est pas celle de Macron. Il me semble qu'il y a de la place pour de la nuance sur le fond, mais l'idée de Macron, c'est qu'il n'y en ait pas. C'est-à-dire, il y a sa ligne et il y a la ligne Le Pen en face. Alors, il va parler tout à l'heure, lors de son discours de 20 minutes, de relance économique, d'investissement industriel, d'énergie, de santé, de défense, etc. Autant de thèmes qui ne vont pas forcément percer pendant l'élection. On a quand même, Adrien Matou, une furieuse impression là, d'une privatisation, l'espace d'une heure, du Parlement européen par la politique française, parce que dans les règles sanitaires, vous n'aurez qu'un tiers seulement des députés qui seront présents, et tous les députés français, des différents groupes parlementaires européens, ont dit laissez-le nous. Yannick Jadot, François-Xavier Bellamy, etc. etc. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette situation ? Quelque part, je la trouve assez normale du point de vue d'un Français, parce que juste ici, l'Union européenne, c'était un petit peu l'éléphant dans la pièce. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'absolument essentiel, pour tout un tas de raisons, mais personne n'osait vraiment en parler. Pourquoi c'est essentiel ? Parce que à gauche, si on prend de gauche à droite... Vous connaissez bien la gauche, vous avez écrit un livre sur Jean-Luc Mélenchon, et j'ai une question pour vous à ce sujet. À gauche, on ne peut pas envisager une politique économique de gauche, sociale, sans une remise en cause profonde des traités. La droite était plus à l'aise avec l'Europe, qui est finalement avant tout un grand marché, mais il y a une droite plus identitaire, plus portée sur les questions culturelles, qui constate que l'Union européenne, d'une part, se refuse à défendre une identité européenne, et d'autre part, constate que des institutions empêchent de limiter l'immigration. Donc, sans remise en cause du cadre européen actuel, à droite comme à gauche, évidemment, Emmanuel Macron, c'est un petit peu différent, il n'y a pas de changement politique possible. Et pourtant, personne n'en parlait, parce que en 2017, beaucoup ont fait le constat, à tort ou à raison, que se prononcer trop clairement sur une sortie de l'Europe, comme le faisait Marine Le Pen et comme le faisait aussi Jean-Luc Mélenchon d'une certaine mesure. Elle parlait de sortie de l'euro, sortie de mais alors c'était quand même vraiment radical. En 2017, on parlait beaucoup plus d'Europe qu'aujourd'hui. Et ça faisait peur à tout le monde. Ça faisait peur à tout le monde. En tout cas, les politiques ont fait le constat que les Français, à tort ou à raison, étaient effrayés par une sortie de l'Europe. Mais du coup, ils sont quand même obligés d'en parler parce que sinon, ils peuvent pas mettre en place leurs idées. Donc, on essaie de bricoler un discours en disant on va changer les choses sans sortir. Bon, je résume, en tout cas, l'Europe, tout le monde a des critiques à lui formuler, que ce soit sur les questions d'identité, de défense des frontières, ou bien sur le social. Précisément, alors là, on est vraiment au cœur du sujet, c'est-à-dire la perception que les Français peuvent avoir de l'Europe. Guillaume Bigot, je rebondis sur ce que disait Adrien Matou, c'est-à-dire que du point de vue de la gauche, l'Europe, c'est la régression sociale, c'est la concurrence néfaste, c'est je transfère mon chômage chez le voisin. Et malgré tout, et ça, ce sont des idées qui sont prégnantes quand même chez les Français. Malgré tout, Emmanuel Macron pense pouvoir gagner sur le thème l'Europe c'est formidable, la France est plus grande à travers l'Union européenne, le fameux levier d'Archimède du général de Gaulle. C'est-à-dire que Emmanuel Macron est évidemment le candidat du statu quo. C'est le candidat de l'ordre établi, même s'il s'est toujours présenté sous le jour du révolutionnaire, de celui qui allait le candidat du coup de pied dans la fourmilière, etc. C'est vraiment, il faut que tout change pour que rien ne change. En tout cas, ça change sur la forme, ça change la génération, ça change dans les noms, mais bon, le statu quo est en place. Et finalement, on se rend compte qu'au cœur de ce statu quo, le rôle, je suis absolument d'accord, le rôle de l'Union européenne est central. L'Union européenne, c'est un lead procus. C'est-à-dire, si vous voulez avancer sur l'immigration, vous ne pouvez pas. Si vous voulez protéger vos frontières, vous ne pouvez pas. Si vous voulez réindustrialiser votre pays et protéger les industries sénescentes ou renaissantes, vous ne pouvez pas. Donc en fait, c'est un mécanisme. Mais comment ça, vous ne pouvez pas ? Sous couvert de vous donner un levier d'Archimède et plus de puissance. C'est le seul. Ça, c'est vraiment la projection de la technocratie française. Mais l'Europe n'empêche pas la France d'implanter des usines. C'est faux, ça. Moi, je ne serais pas absolument d'accord avec vous, Guillaume Bigot. Je pense que l'Europe est un carcan, c'est évident. Un carcan de normes, un carcan de règles. Mais on a vu, lors des 2 dernières grandes crises qu'elle a dû affronter, qui sont la crise financière et la crise sanitaire, que les traités ont été très rapidement suspendus et que les États-nations ont repris
une partie de leur autonomie pour un certain nombre de décisions. Grecs, hein, on a vu quand même des batailles de masques sur les aéroports allemands pour savoir qui récupérerait les masques. Donc si vous voulez, l'intérêt national... Des amendes à des hôtels qui logeaient gratuitement des citoyens italiens qui étaient victimes, devaient être isolés. Donc, on n'a vu aucune espèce de solidarité en réalité pendant la crise sanitaire. Donc ce que je veux dire, c'est que quand on dit on ne peut rien faire avec l'Europe, et il faut d'abord remettre en question l'Europe pour pouvoir faire, je ne le crois pas. Et je pense que Emmanuel Macron, qui connaît bien son histoire politique et qui est un très bon tacticien, a compris l'illusion du non. C'est-à-dire que en 2005, la coalition des non a fait 55%, et donc beaucoup de gens ont eu pour projet politique d'avoir cette coalition derrière eux pour gagner une élection présidentielle. Et ça ne marche pas. Ce clivage n'est pas opérant sur le plan de l'élection présidentielle, et toute personne qui a décidé de s'emparer de ce clivage n'a pas gagné avec ça. Et Emmanuel Macron le premier, parce que là il y a un récit rétrospectif qui nous dit qu'en 2017 il a gagné parce qu'il était européen, mais il n'est pas du tout, il a gagné parce que François Fillon avait des casseroles et des affaires compliquées. C'est pas du tout son récit européen qui l'a amené à l'Élysée. Maintenant on nous dit ça, mais ça n'était pas le cas. Vincent Trémollet-Villers, si je résume, on va passer la parole à Adrien Matou. Emmanuel Macron fait ce calcul: à droite ils sont fracturés sur la question de l'Europe, à gauche également. Nous sommes très clairs sur le sujet, nous sommes pro-européens, donc ça c'est un pari gagnant. Mais je voudrais qu'on revienne sur ce que vous venez de dire, Adrien Matou, quand Vincent Trémollet-Villers dit la crise a été l'occasion d'un réveil des nations dans l'Union européenne. On a aussi dit c'est le moment hamiltonien, c'est ce moment où peut-être on va faire le saut fédéral et regarder l'endettement commun, etc. Poussé d'ailleurs par la France. Ce que les Allemands aujourd'hui nous reprochent en disant ça y est, ce sont les Français qui ont pris le pouvoir en Europe, à rebours de tout ce que nous disons. Il y a cette ambivalence de cette Europe qu'on dit sous domination allemande. C'est un discours qui est très répandu chez les européistes de gauche. Par exemple, vous en trouvez beaucoup à Europe Écologie Les Verts, alors qu'ils ont déjà une forte propension au lyrisme en parlant d'Europe. Donc ça, c'est assez naturel chez les partisans de l'Union européenne. Mais qui, à mon avis, s'affranchit quand même d'un certain nombre de réalités, parce que parler de saut fédéral, déjà, honnêtement, ça supposerait qu'il y ait une volonté commune au niveau européen sur la direction dans laquelle on mène l'Europe. Olaf Scholz s'est écrit dans son projet de Par exemple, Olaf Scholz, du point de vue d'une personnalité de gauche européiste, Olaf Scholz, vous ne pourrez pas avoir de chef de l'État et du gouvernement allemand plus à gauche. C'est impossible d'avoir plus à gauche. Or, en France, ce serait probablement un membre du parti, un membre qui est assez proche des positions de Valérie Pécresse en réalité. Donc, le problème, c'est qu'on peut rêver d'un saut fédéral, mais c'est compliqué parce que ça supposerait, si on se réfère à la vision de l'Europe rêvée par une partie des Français, qu'on change la nature des nations. C'est-à-dire que les Allemands ne soient plus des Allemands, que les Néerlandais ne soient plus des Néerlandais. Les Français sont majoritairement, et Guillaume Bigot, je vous donne la parole, plutôt que sur le projet du saut fédéral qui a les faveurs, par exemple, des Italiens, des Allemands également. Les Français, ils sont plutôt le concept qui est porté par Marine Le Pen d'alliance des nations. L'Europe des nations. Voilà, l'Europe avec des nations souveraines. C'est-à-dire que les Français sont dans une demande de protection très forte. Qu'il s'agisse de la protection économique face à des menaces perçues de la concurrence chinoise, de l'offensive des GAFAM américains. On demande une protection dans la vie de tous les jours, de la sécurité face aux flux migratoires, etc. Et on leur a vendu qu'effectivement c'est la France en plus grand. Et donc c'est vraiment le sujet central, la question de taille. C'est-à-dire que la taille de la France n'est plus opérante. Donc la taille de la France n'est plus opérante, donc c'est une grande ligne Maginot, si vous voulez... c'est la nouvelle ligne Maginot, en fait, Union européenne. Et le paradoxe là-dedans, c'est que ceux qui sont, et c'est pour ça que je reprends l'argument du statu quo, ceux qui sont favorables au statu quo, ceux qui considèrent il faut avancer à l'intérieur d'un cadre, mais avancer de manière modérée. C'est tout à fait la ligne de la modération. C'est un extrémiste de la modération, monsieur Macron, finalement. Il a un ton extrêmement brutal, mais dans le fond, en fait, ce qu'il veut faire, c'est bouger d'une virgule. Enfin, c'est du volontarisme de saut de puce, si vous voulez. À l'intérieur d'un cadre, vous bougez un tout petit peu les curseurs. Donc ceux qui sont assez favorables à ce statu quo, ceux qui sont d'accord avec ce statu quo, parce qu'il y a quand même beaucoup de concitoyens qui vivent plutôt bien de la mondialisation, qui vivent plutôt bien de l'Union européenne, qui ne voient pas l'intérêt de rester un club d'herbivores dans un monde de carnivores. C'est quand même ça qui se passe. Regardez, les États-Unis et la Russie parlent à Bruxelles, sans l'Union européenne, de l'avenir d'un pays européen. Oui. Donc on voit bien qu'il n'y a pas, si vous voulez... on a vendu l'idée que ça nous protégeait. Mais quand vous regardez dans le détail, le plan de relance, par exemple, il y a une grosse partie d'emprunt. Cet emprunt, on en a perçu 40 milliards
milliards, on a couvert un emprunt à hauteur de 80 milliards. Est-ce que c'est pas une escroquerie? Vous allez à la banque, vous empruntez 40 milliards et vous êtes solidairement responsable du remboursement de 80 milliards. La question que vous posez, ce n'est qu'un exemple, mais on pourrait sur tous les sujets faire la même démonstration. C'est celle de la puissance. C'est-à-dire que l'Europe est une entité politique qui s'était dégagée de la notion de puissance. Qui déteste la puissance. Emmanuel Macron va essayer de raconter qu'on va retrouver le levier de la puissance à l'échelle européenne parce qu'on ne peut pas le faire à l'échelle du pays. Ça, à mon avis, ça me semble pas tout à fait adapté aux attentes de l'opinion publique aujourd'hui. Dans la tradition grecque, l'Europe c'est une vache, donc il va transformer une vache en tigre. On va voir ce que ça donne. Merci messieurs. Guillaume Bigot, Vincent Trémollet-Véler, Adrien Matou. Merci à tous les trois d'être venus nous voir ce matin sur Europe 1. Il est 8h.